Bonsoir, je vous accueille ici en direct devant le Palais de l'Élysée, dans le parc de l'Élysée, car la première actualité de ce 5 juin, c'est la décision du président de la République concernant une révision de la Constitution, à savoir le quinquennat. Nous en parlerons avec le président Chirac dans une quinzaine de minutes, en compagnie de Patrick Poivre-d'Arvor de TF1. Nous poserons toutes les questions sur les conséquences de ce changement voulu par le président de la République. Et pour cela, nous retrouverons dans 15 minutes à 20h15 très précisément, après l'actualité que vous nous présentez maintenant, Béatrice. Bonsoir Claude, bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce lundi, les suites de l'enquête après le déraillement du train de nuit Vintimille-Calais. L'homme présenté d'abord comme témoin puis comme suspect est passé aux aveux. Et si la section antiterroriste est en charge de l'affaire, cet Algérien de 32 ans a un passé psychiatrique, autant d'éléments qui pourraient expliquer son geste. Michel Fine. Il s'était installé à quelques centaines de mètres du lieu où le train Calais-Vintimille a déraillé. 3 heures avant l'accident, il avait pris une chambre dans cet hôtel. Le veilleur de nuit l'avait trouvé mal à l'aise. Il s'était étonné de ses nombreuses allées et venues. Après le déraillement du train, le veilleur a prévenu les gendarmes. Le drôle de client de l'hôtel Campanile, Moussa Hamoudi, un Algérien de 32 ans, portait encore des traces de rouille et de cambouis sur ses mains lorsqu'on l'a arrêté. L'enquête a été confiée à la Division nationale antiterroriste. Pourtant, tous les éléments recueillis laissent à penser qu'il s'agit là de l'acte d'un déséquilibré. Ce suspect a reconnu les faits. Maintenant, il appartient aux enquêteurs de déterminer quels sont ses mobiles. On sait qu'il avait des antécédents psychiatriques. Bon, je ne peux rien vous dire de plus. Moussa Hamoudi a déclaré qu'il avait agi seul. Il aurait quitté Paris il y a 4 jours, aurait dormi dans des mosquées de la région lyonnaise avant de passer à l'acte. Pourquoi? Les enquêteurs ne savent toujours pas. Depuis ce matin, ils entendent son frère qui avait vécu ici avec lui pendant plusieurs mois. Moussa Hamoudi avait été victime il y a 10 ans d'un grave accident de la route. Il en aurait gardé des séquelles psychologiques. En 1996, il avait effectué un voyage en Syrie, voyage qui avait attiré l'attention des services du contre-espionnage, la DST. Moussa Hamoudi avait alors été fiché. C'est pour cela que les services antiterroristes sont saisis aujourd'hui. Moussa Hamoudi n'aurait rien à voir, affirment les enquêteurs, avec le GIA. Et puis en fin de journée, on a appris qu'un Eurostar Paris-Londres avait déraillé près d'Arras, dans le Pas-de-Calais. Selon les premières informations communiquées par la SNCF, le train ne s'est pas couché. Il n'y aurait apparemment aucune victime, comme nous l'indique par téléphone le directeur de la protection civile chargé de la cellule de crise à Calais. Nous l'écoutons. Pour l'instant, aucun blessé n'a été signalé. D'après la SNCF et les services qui sont déjà arrivés sur place, on nous a signalé aucune victime. Est-ce qu'il y avait des obstacles sur la voie ou pas? Vous imaginez bien que pour l'instant, il est trop tôt pour pouvoir se prononcer. Une enquête sera en cours, sera déterminante et déclenchée par la SNCF. Et pour l'instant, on n'en a pas idée. Et qu'est-ce qui se passe actuellement? Où en sont les passagers? Sont-ils tous descendus du train? Sont-ils pris en charge? Qu'est-ce qui va se passer pour eux? Les passagers seront embarqués à bord de ces autobus, acheminés sur l'île, regroupés à Lille et, semble-t-il, acheminés vers la Grande-Bretagne ultérieurement. Le propriétaire de la barge sur laquelle s'étaient massées 36 personnes et qui a chaviré samedi sur Lyon, ce restaurateur a été mis en examen pour homicide involontaire et écroué. La surcharge de cette embarcation prévue pour 8 personnes est à l'origine du drame qui a fait 3 morts. Dans l'affaire du sang contaminé, ce nouvel épisode judiciaire devant la chambre d'accusation de Paris qui devra déterminer si les 30 personnes encore poursuivies seront jugées en correctionnel ou devant une cour d'assises. C'est tout l'enjeu des débats qui vont se poursuivre pendant 5 jours. Les explications nécessaires de Dominique Verdeillan avec Alexandre Delaval. Huis clos pour décider du sort des 30 mises en examen du 3e dossier du sang contaminé. 7 personnes sont poursuivies pour crime, empoisonnement ou complicité d'empoisonnement, passibles de 30 ans de réclusion criminelle ou de la perpétuité en cas de circonstances aggravantes. 23 autres sont accusés de différents délits. Omission d'empêcher un crime, 5 ans. Homicide et blessures involontaires, 2 ans. Non-assistance à personne en danger, 5 ans. Le 3e procès aurait donc lieu aux assises, mais le parquet a une autre lecture. Il souhaite que tous les faits soient requalifiés en délit, donc correctionnalisés. Les victimes, elles, parlent toujours d'empoisonnement. Nous ne voulons pas que des crimes sanitaires de ce type recommencent. Pour ça, la première condition, c'est qu'on ne les ravale pas au rang de vulgaire délit, c'est-à-dire que les responsables sachent qu'ils risquent les assises. De nouveau poursuivis, Jacques Roux, le docteur Netter, Jean-Pierre Alain et Michel Garetta
ont déjà été condamnés en 92 et 93. Leurs avocats plaident l'autorité de la chose jugée. Je voudrais souligner que tant le juge d'instruction que le parquet, dans cette deuxième procédure, reconnaissent que ce sont les mêmes faits et indiquent qu'il n'y a pas de fait nouveau. J'ajoute que le juge d'instruction n'a même pas cherché le fait nouveau. Peut-on, doit-on rejuger Michel Garetta aux assises ou en correctionnel? Les magistrats devraient se donner plusieurs semaines de réflexion. Un procès n'est pas envisageable avant 2002. Dans une ambiance tendue, premier jour du procès en appel de l'abbé Cottard, qui avait été condamné à 4 ans de prison, dont 18 mois ferme pour homicide et blessures involontaires. À sa demande donc, l'abbé Cottard est jugé pour la mort en juillet 98 de 4 scouts et de ce plaisancier qui avait tenté de leur porter secours au large de Perros-Guirec. Et puis ce soir, on apprend que la Cour d'appel de Rennes indique qu'elle rendra son arrêt le 6 juillet prochain. L'affaire Godard ou la piste portugaise avec l'arrivée sur l'île de Madère d'une équipe de gendarmes bretons chargés d'enquêter sur les éventuels mouvements d'un compte bancaire qui appartient à ce médecin disparu avec ses 2 enfants sur un voilier en septembre dernier. Sur place, Valérie Hermite, Guillaume Fautra. C'est le 3e voyage sur une île étrangère pour les gendarmes bretons chargés de l'enquête Godard. L'une de leurs missions à Madère, rencontrer Eduardo Marcelo Silva. Il est ici le patron de la branche offshore de la Banif Banco. Oui, le docteur Godard a bien un compte chez lui depuis 1997. Pour les non-résidents, nous ne prélevons aucune taxe. Nous ne déclarons rien au fisc. S'ils vivent à l'étranger, c'est à eux de le faire. S'ils le veulent, bien sûr. Le docteur Godard, qui ne payait plus ses différentes taxes en France, avait donc mis de l'argent en lieu sûr à Madère. L'espoir des gendarmes que ce compte bancaire portugais puisse parler. En clair, si des transactions avaient été effectuées ces derniers mois, retrouver la trace du docteur Godard, s'il est vivant, serait enfin possible. Mais sur le pas de la porte, le directeur de la banque nous a simplement lancé « Pour M. Godard, désolé, mais l'examen de son compte n'apportera pas grand-chose ». Selon nos informations, le compte d'Yves Godard dans cette banque n'aurait pas été touché depuis la disparition du médecin français. Mais avant de rentrer, les gendarmes devront s'assurer que le docteur ne possédait pas d'autres comptes à Madère. Madère, petit paradis fiscal pour étrangers. Au chapitre social, la reprise des négociations dans un climat plutôt difficile. Le projet proposé par le patronat de ce contrat d'aide au retour à l'emploi, le CAR, continue de cristalliser l'opposition de la CGT, de Force ouvrière et d'un certain nombre d'associations. L'accord n'est pas encore en vue. Un dernier point avec Nathalie Moisan et Bernie Mériot. Comme pour montrer que les réactions de leurs associations ont pesé sur les réflexions du week-end, la CGT affiche d'entrée l'emblème de son comité chômeur. Dans tous les esprits aussi, la lettre des ministres Martine Aubry et Laurent Fabius demandant aux partenaires sociaux de ne pas créer un système pour les chômeurs à 2 vitesses. Du coup, la partie n'est plus gagnée pour le patronat. La CGT, FO et la CFTC refusent que son contrat d'aide au retour à l'emploi soit obligatoire. Le patronat n'a pas négocié. Il a joué une logique qui c'était à prendre ou à laisser. Nous souhaitons que véritablement on entre dans cette négociation et qu'il y ait une véritable négociation sociale qui ne soit pas une négociation commerciale. On est surtout satisfait de voir qu'on n'est pas les seuls à combattre un projet qui sélectionne encore plus de chômeurs, qui déstructure totalement l'assurance chômage telle qu'on la connaît, qui permet y compris au MEDEF de faire un hold-up sur les cotisations des salariés qui ne lui appartiennent pas. Le contrat d'aide au retour à l'emploi qui prévoit un bilan de compétences, une formation ou des offres d'emploi devra-t-il s'appliquer à tous? Les chômeurs devront-ils accepter n'importe quel travail? L'allocation cessera-t-elle d'être dégressive? Autant de questions toujours en suspens. Une nouvelle nuit de négociations commence. Il n'est pas sûr qu'elle aboutisse immédiatement à un accord. L'actualité internationale avec d'abord cette information qui nous parvient à l'instant. La Cour d'appel de Santiago a levé tout à l'heure l'immunité parlementaire d'Augusto Pinochet, mais il reste encore son immunité de président. Il est très peu probable qu'elle sera levée. En Espagne, après l'assassinat d'un conseiller municipal d'une balle en pleine tête hier, la consternation de tout un pays. Une nouvelle fois dans de nombreuses villes de l'Espagne, les Espagnols sont descendus dans la rue pour dire leur indignation face à cette vague de violence depuis la rupture de la trêve de l'ETA. En décembre dernier, le chef du gouvernement, José María Aznar, s'est rendu au Pays Basque pour présenter ses condoléances à la famille Pedrosa et devait assister aux obsèques de cet homme âgé de 57 ans, marié et père de 2 filles.
À présent, une page médicale avec en France la première greffe d'un cœur artificiel définitif. Il aura fallu de nombreuses années faites de tentatives périlleuses pour qu'enfin une équipe de la Salpêtrière réussisse à implanter ce cœur muni de batterie et destiné à fonctionner de façon autonome. Éric Lemasson, François Granier. Pas de visite pour l'instant. Le patient, âgé de 70 ans, a été opéré ce matin. Dans sa poitrine bat désormais cette machine, dont la singularité, outre son faible poids, est qu'elle est conçue pour être implantée définitivement dans le thorax. Avec les générations antérieures de cœurs artificiels, la difficulté était de les alimenter durablement en électricité. Désormais, un simple chargeur de batterie suffit. Vous voyez, c'est un chargeur de batterie qui est un peu plus rond qu'un téléphone mobile, que les gens portent en ceinture et qui le mettent sur leur batterie qui est intracorporelle, et comme une sorte de micro-ondes, ça permet de le charger. À travers la peau, sans que la peau soit perforée. Cet homme, un Allemand, avait été le premier l'automne dernier à bénéficier de ce nouveau cœur en titane, dont l'électronique interne permet en outre d'adapter la vitesse des battements aux besoins du patient. C'est une équipe allemande donc qui a réalisé la première mondiale. Le développement aujourd'hui en France de cette technique prometteuse est destiné aux insuffisants cardiaques pour lesquels aucune greffe n'est envisageable. Roland Garros, la pluie a joué les troubles fêtes sur le central et a interrompu par moments cet après-midi les huitièmes de finale qui opposaient Cédric Pioline au Russe Marat Safin. Un match très disputé qui s'est terminé il y a quelques instants par la victoire du Russe en 4-7. Christelle Bertrand, Alain Poirier. C'est un match à double entrée, à double tranchant aussi. Marat Safin prend l'ascendant sur Pioline dès le début de la rencontre. Le Russe parvient à diriger les échanges puis à conclure en finesse. Pioline a du mal à mettre en place sa stratégie, jouer le revers du Russe et amortir la balle dès que possible. Le Français, un peu tendu, perd la première manche 6-4. Première manche, Safin. Mais Pioline s'accroche et réussit à hausser son niveau de jeu. Il fait moins de fautes, il est plus rapide et remporte le deuxième set 6-1. Mais la pluie arrête Pioline sur sa lancée au milieu du troisième set. Le rideau se referme. La deuxième entrée a lieu 2h20 plus tard. L'interruption a fait du bien à Marat Safin. Il est plus véloce, plus incisif et s'adjuge la troisième manche 6-3. La quatrième manche est à double tranchant. Pioline passe à côté de 4 balles de 7, mais c'est Safin qui remporte le match. À 20 ans, le Russe accède au quart de finale pour la première fois de sa carrière. Son prochain match a un petit air de finale. Marat Safin rencontre Magnus Norman, le numéro 1 mondial. Venons-en maintenant à l'événement politique qui domine ce début de semaine. Dans quelques instants, en direct de l'Elysée, Jacques Chirac devrait annoncer, cela ne fait plus aucun doute, son intention de réformer la durée du mandat présidentiel. Il répondra aux questions de Claude Sérillon et de Patrick Poivre d'Arvor. Tout de suite après, nous aurons dans cette édition un peu plus longue qu'à l'accoutumée les premières réactions de Valéry Giscard d'Estaing, de Charles Pasqua ou encore de François Hollande. Mais d'abord, pour plus de clarté, retour sur ce long cheminement qui a partagé la classe politique entre ceux qui souhaitaient l'adoption du quinquennat et les autres, autrement dit les présidents successifs de la Ve République qui le voulaient ou l'ont soigneusement évité. Arnaud Boutet. Depuis 27 ans, les présidents de la République évoquent le quinquennat, mais la réforme n'a jamais vu le jour. La première tentative remonte à 1973. J'ai pensé qu'il fallait consulter le pays un peu plus souvent. Et j'ai pensé qu'une durée de 5 ans était bonne. À l'époque, la plupart des réactions politiques semblent favorables au quinquennat. Mais au moment du vote à l'Assemblée nationale, l'opposition socialiste fait capoter le projet de Georges Pompidou. Ce n'est qu'après son passage à l'Élysée que Valéry Giscard d'Estaing se prononce en faveur de la réduction du mandat présidentiel. De 1974 à 1981, il refuse d'engager la réforme. Le quinquennat figurait au programme des campagnes présidentielles de François Mitterrand en 1965 et 1981. Mais celui qui va rester 14 ans au pouvoir n'a pas tenu cet engagement. Et ce n'est qu'à la fin de son second mandat qu'il envisage le changement. Réduire le mandat présidentiel me paraît
tout à fait raisonnable en soi. Bon, il reste à savoir lequel et saisir l'opportunité. En juillet 1999, Jacques Chirac, lui, ne veut pas du quinquennat. Eh bien, j'estime que ce serait une erreur, que ce qu'on nous propose aujourd'hui, ce quinquennat, sous une forme ou sous une autre, serait une erreur. Et donc je ne l'approuverai pas. 10 mois plus tard, le débat rebondit. Valéry Giscard d'Estaing dépose une proposition de loi à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre saisit la balle au bond et presse le président de la République. Jacques Chirac est désormais favorable au quinquennat. Il devrait ce soir proposer de tourner la page d'une longue histoire, celle du septennat, instauré en 1873. Et nous allons retrouver dans quelques secondes en direct de l'Élysée le président de la République qui devrait donc annoncer son ralliement au quinquennat. Gérard Leclerc, que peut-on attendre de cette intervention qui devrait durer entre 20 et 30 minutes apparemment? Écoutez, pas de surprise sur l'annonce, il y aura bien le quinquennat après 127 ans de septennat. En revanche, le président de la République nous donnera les explications de sa conversion à ce quinquennat, puisqu'on l'a vu, il n'y était pas favorable il y a encore un an. Et puis il donnera également des indications sur la procédure. Vous savez qu'il y a deux voies possibles, soit le Congrès, soit le référendum, et donc il devrait donner la réponse. Tout de suite l'Élysée, en direct. Bonsoir à tous, Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes en direct de l'Élysée pour parler d'une révision possible de la Constitution. Il y a un peu moins d'un an, nous étions avec Patrick Poivre-d'Arvor et Élise Lucet dans ce jardin de l'Élysée. Vous aviez dit à propos du quinquennat que c'était une erreur. Alors avez-vous changé d'avis ? La durée du mandat présidentiel, pour des raisons historiques et très anciennes, puisque cette durée a été fixée en 1873. MacMahon. C'est ça. Et de 7 ans. Il est certain que c'est un délai long, et probablement trop long, compte tenu des exigences modernes de la démocratie. Et donc le problème est de savoir si l'on peut réduire la durée du mandat présidentiel, ce à quoi je n'ai jamais naturellement été hostile, car c'est une décision qui s'impose aujourd'hui sans mettre en cause nos institutions. Ça, c'est le vrai débat. Sans changer la nature de notre Constitution qui a fait ses preuves et qui est une bonne Constitution. Alors j'ai beaucoup réfléchi, j'ai écouté les uns et les autres, j'ai surtout observé la position prise par le gouvernement et j'en ai conclu que on pouvait aujourd'hui raccourcir le délai du mandat présidentiel, passer de 7 ans à 5 ans, sans arrière-pensée, et sans changer nos institutions. Mais la position et à partir de là, je deviens naturellement favorable. La position du chef du gouvernement, Lionel Jospin, n'a pas changé. Il a toujours été pour. Pourquoi vous changez aujourd'hui et vous estimez que c'est le bon moment? Vous savez, la Ve République nous a apporté la stabilité. Elle nous a donné des institutions, c'est le général de Gaulle qui les a arrêtées, fixées, avec Michel Debré, avec ses collaborateurs de l'époque. Et elles ont eu, ces institutions, pour grand mérite de rendre à notre pays la stabilité politique. Naturellement, la plupart des Français sont aujourd'hui trop jeunes pour se souvenir de la 4e République, a fortiori de la 3e. Mais il faut savoir qu'elles étaient marquées, ces républiques, par une instabilité qui était, je dirais, ridicule. C'est-à-dire que nous changions de gouvernement tous les ans. Et c'était au détriment, naturellement, de la dignité et de l'efficacité de la France. Le général de Gaulle nous a apporté des institutions qui nous ont donné la stabilité. Donc, ayant fait leurs preuves, il convient de ne pas les mettre en cause. Et il est vrai qu'il y a une espèce de tentation permanente chez les hommes politiques français qui consiste à vouloir attacher leur nom à une grande réforme constitutionnelle. En général, ils le disent avant, et puis une fois qu'ils sont dans Cela le poste, arrive, ils changent. Heureusement d'ailleurs. Heureusement, chaque fois qu'ils en parlent, ils n'exécutent pas.
Moi, je crois qu'aujourd'hui, notre problème, c'est d'avoir des institutions qui assurent la stabilité. En tant que président de la République, je suis en quelque sorte le gardien, le garant de ces institutions et du bon fonctionnement des pouvoirs publics. Donc je ne veux rien faire, je n'ai jamais rien voulu faire qui puisse les mettre en cause. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a une situation, compte tenu de la position prise par le gouvernement, la mienne, après toutes les consultations auxquelles je me suis livré depuis 2 mois, qui permet d'envisager une modification constitutionnelle qui ne porte que sur la durée et sur rien d'autre du mandat présidentiel. C'est-à-dire ce qu'on appelle un quinquennat sec. Si vous voulez. C'est-à-dire qu'on passe de 7 ans à 5 ans, ce qui est une durée normale, conforme à ce que l'on trouve un peu partout dans tous les pays démocratiques, et qui, à partir du moment où il n'y a pas d'autres mesures, d'amendements, qui pourraient nous tirer vers un régime d'assemblée ou au contraire vers un régime présidentiel, alors il n'y a plus d'inconvénients. Donc pas de limitation à 2 mandats. Pas de limitation à 2 mandats. Vous savez, comme le propose M. Giscard d'Estaing. Je ne vois pas au nom de quoi on pourrait dire aux Français à qui l'on a confié le soin par le suffrage universel direct d'élire leur président de la République, je ne vois pas au nom de quoi on devrait ensuite brider leur choix en leur disant vous avez le droit de l'élire une fois, mais de le réélire une fois, mais pas 2. Au nom de quel principe démocratique peut-on obliger les Français à limiter leur capacité de choix? Mais, Monsieur le Président, je crois que le président Pompidou avait dit 14 ans, c'est long. Le président Mitterrand avait dit 14 ans, c'est long. Là, si ça fait 3 mandats, ça fera 15 ans, ça fera encore plus long. Oui, si ça en fait 3. Ou 4, 20 ans. Mais avec le septennat, si on en fait 3, ça ferait 21 ans. Ouais. Donc vous en référez à la sagacité des Français. Oui, je veux plus de vous absolument, à un moment donné. Je crois que les Français, et je vous remercie de m'interroger parce que ça me permet, au-delà même de vos personnes, de leur parler. Je crois que les Français doivent comprendre que dans la démocratie moderne, c'est à eux d'assumer les décisions essentielles. Là, il s'agit d'une décision importante, qui ne touche pas, je le répète, à une constitution qui a fait ses preuves. Rien n'est parfait dans la vie, naturellement, mais enfin, elle a fait ses preuves. Bon. Il leur appartient de dire si, oui ou non, ils préfèrent un mandat qui dure 5 ans seulement. Donc ça veut dire ça, vous voulez leur demander, une fois que les assemblées auront été saisies du projet de loi, vous allez leur demander par voie référendaire de se prononcer? Les Français doivent connaître la procédure. Je sais bien que ce n'est pas un sujet qui quotidiennement les harcèle, la durée du mandat présidentiel, et qu'ils ont d'autres soucis, qu'ils sont plus préoccupés des problèmes liés à la sécurité, à l'emploi, à la formation de leurs enfants, etc. Il n'en reste pas moins que ces problèmes peuvent être bien ou mal traités selon que les institutions donnent à la France les moyens d'être bien gouvernée ou non. Donc, je pense que s'agissant d'un problème important qui touche au président de la République, élu au suffrage universel direct par les Français, et donc au lien qui existe entre eux, il me semble qu'il est légitime de demander aux Français de se prononcer. Et de plus, je suis favorable, dans le cadre de l'évolution de notre démocratie, nous en reparlerons peut-être ultérieurement, mais je crois qu'il faut promouvoir les moyens d'une démocratie qui s'adapte à notre temps et qui soit par conséquent plus moderne, moins politisée, qui demande davantage aux Français leurs sentiments sur les choses et qui, bien entendu, accepte le sentiment des Français comme une sorte d'obligation. Est-ce qu'on peut dire que ce sera un choix Chirac-Jospin commun par le biais d'un projet de loi? Sur ce sujet particulier, ce n'est pas le cas sur tout, naturellement, nous sommes en période de cohabitation, mais sur ce sujet particulier, le Premier ministre et moi-même, nous partageons le même sentiment. Vous en avez souvent parlé? Nous en avons parlé, naturellement, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle
c'est même la raison essentielle pour laquelle j'ai accepté cette réforme. Je le répète, mon souci depuis toujours, j'avais naturellement été favorable à la proposition de M. Pompidou il y a 27 ans, parce que j'étais sûr que lui ne voulait pas changer les institutions. Par la suite, j'ai toujours été un peu... j'ai toujours un peu craint les arrière-pensées. Vous avez évolué, vous avez changé d'avis. J'ai pas changé d'avis. Je ne crois pas qu'on puisse dire ça. J'ai suspecté ceux qui voulaient réduire le septennat à 5 ans. Y compris chez vos prédécesseurs? Y compris chez mes prédécesseurs, d'être tentés par une modification de la Constitution. Et notamment, pour un certain nombre d'entre eux, tentés par un régime présidentiel de type américain, et qui, à mon avis, ne peut pas convenir à la France, qui serait très dangereux. Et c'est parce que j'ai acquis la conviction aujourd'hui que nous étions dans un moment privilégié où le Premier ministre et moi-même avions la même vision des choses et étions d'accord pour limiter la modification de nos institutions au raccourcissement de 7 ans à 5 ans du mandat présidentiel et rien d'autre. Je me suis dit alors, l'occasion ne doit pas être manquée. Il faut le faire maintenant. Parce qu'on aurait pu penser que vous agissez un peu, vous décidez un peu sous la contrainte, c'est-à-dire une sorte de pression médiatique, un engouement subi, comme a dit Raymond Barre, et puis que la proposition de loi de Valéry Giscard d'Estaing vous a un peu piqué au vif. Je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Ça fait un certain temps que je réfléchis à ce problème. Ça fait un certain temps, vous le savez, que j'ai engagé, depuis 2 mois déjà, toute une série de consultations pour m'assurer, d'abord avec les principaux constitutionnalistes, ensuite avec les principaux responsables politiques, de tous horizons naturellement, de toute appartenance, pour m'assurer qu'il y avait un créneau privilégié où tout le monde pouvait accepter qu'on ne touche pas à notre Constitution et qu'on se contente de l'adapter sur ce point précis, la réduction à 5 ans du mandat présidentiel, par ailleurs souhaitable. Et c'est quelque chose qui peut ne pas se représenter. D'où la décision que j'ai prise de profiter de cette occasion. C'est un moment privilégié. Et puis peut-être que vous vouliez attendre les 5 ans qui empêchaient certains de dire qui se l'applique à soi-même et qui le démissionne et qui immédiatement le quinquennat rentre oui, ça, vous savez, ceux qui auraient pu penser ou dire cela, et qui l'ont fait d'ailleurs. Oui, y compris Valéry Giscard d'Estaing. Oui. Ça, c'était un peu polémique, parce que en France, il n'y a pas de rétroactivité de la loi. Ayant été élu pour 7 ans, personne ne pouvait sérieusement me contester ce mandat que m'avait donné le peuple français. Et pourtant, pardon Monsieur le Président, mais il me semble que vous aviez fait cette remarque à propos de François Mitterrand. Vous aviez dit, je crois que c'est chez nos confrères de TF1, que ça serait bien moralement qu'il se l'appliquait à lui-même. Je n'ai pas le souvenir de cela et je n'ai jamais pensé que M. Mitterrand ferait cette réforme. Et je ne crois pas qu'il voulait en réalité engager un processus qui aurait conduit à une remise en cause forte des institutions. Et d'ailleurs, finalement, la commission d'experts qu'il avait, vous vous en souvenez, oui, et qui a fait quelques propositions, n'a pas eu de suite. M. Mitterrand avait d'ailleurs, lui, songé à un mandat de 6 ans. Vous y avez jamais songé? Non. Je trouve qu'à partir du moment... Je ne dis pas que ce n'était pas une solution. Il y a le septennat non renouvelable aussi. C'était une deuxième proposition. Oui, mais le fait de dire aux Français, vous avez le droit et le devoir d'élire votre président de la République. Mais, quels que soient les services qu'il a pu rendre, vous n'avez pas le droit de le réélire. C'est un système, je comprends qu'il s'applique dans certains pays d'Amérique du Sud qui ont été obligés de passer des régimes militaires
à des régimes démocratiques et qui ont dû prendre des précautions. Enfin, nous ne sommes pas dans cette situation. Au nom de quoi, je le répète, au nom de quel principe démocratique dire aux Français, vous avez le droit d'élire votre président, mais pas de le réélire. C'est une espèce de méfiance à l'égard des Français. Les Français sont souverains. La classe politique doit bien savoir qu'elle n'est que déléguée. Les Français sont souverains. Alors justement, les Français ont envie de savoir, puisque la classe politique va d'abord s'occuper de votre projet. C'est un projet qui va être, je l'imagine, examiné au prochain Conseil des ministres, qui va passer ensuite à l'Assemblée, puis au Sénat. Et donc, après peut-être consultation des Français, vous avez choisi, de votre point de vue, plutôt cette voie-là plutôt que celle du Congrès. À quel moment ça pourrait se passer à peu près? Est-ce qu'il faut que ça soit bouclé très rapidement avant la fin de l'automne? Je voudrais faire d'abord une réflexion. Il faut toujours respecter nos institutions. La procédure, quelle est-elle? La proposition que le Premier ministre m'a faite et que j'ai acceptée va maintenant être approuvée par le Conseil des ministres et débattue à l'Assemblée et au Sénat. Il faut que ces deux assemblées votent un texte unique, le même texte. Pas d'amendement. Alors, moi, je souhaite qu'il n'y ait pas d'amendement. Le Premier ministre non plus, à votre connaissance? Je le pense. Il faut savoir que s'il devait y avoir des amendements, enfin, il y aura probablement des amendements, mais qui seront probablement rejetés. S'il devait y avoir un texte qui soit amendé en fin de procédure parlementaire... Là, vous dites non? Vous arrêtez tout? J'arrêterai les choses, oui. Parce que, je le répète, je ne veux pas d'initiative qui soit susceptible de changer nos institutions et de mettre en cause ce qu'elles nous ont donné de plus précieux, c'est-à-dire la stabilité. Et ce texte, il existe déjà, puisqu'il a été voté dans les mêmes termes par les deux assemblées en 1973. Vous pourriez le proposer. Lorsque ce texte aura été voté dans les mêmes termes, la procédure prévoit qu'il va directement au référendum. Mais que le président de la République peut interrompre cette procédure et passer au Congrès, c'est-à-dire les deux assemblées réunies à Versailles, et qui alors doivent voter aux 3/5. Majorité des 3/5. Oui. Et donc ça peut parfaitement, je connais un certain nombre d'hommes politiques qui disent, mais il vaudrait mieux, ça irait plus vite, aller directement au Congrès. Je ne veux pas me prononcer aujourd'hui définitivement, je ne veux pas préjuger de ma position par égard pour le Parlement, par respect du Parlement. Je dirai ce que je veux et ce que je décide après le débat. Mais je ne veux pas non plus avoir une sorte de langue de bois. Ma préférence va naturellement au référendum. Je pense qu'il s'agit là d'un problème qui touche au lien entre le président de la République et les Français. Alors, le référendum... Donc, c'est aux Français de décider. Ils décideront ce qu'ils voudront. Ce qu'ils décideront sera bien décidé. Mais c'est à eux de se prononcer. Mais par le passé, les référendums, il y en a une douzaine, je crois, depuis la fin de la Deuxième Guerre, ont eu des fortunes diverses, y compris de participation. Donc, si ce référendum a lieu, mettons, en septembre ou en octobre, et qu'il était ric-rac, vous en tireriez quelles conséquences? Vous savez, il y a en France, là encore, une contradiction dans notre démocratie. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais les Français adorent la politique et le droit. Peut-être un peu trop. Et chacun a conscience du fait que le référendum est une bonne manière de gouverner. Quand il s'agit de quelque chose d'important, l'idée d'interroger les Français est une idée tout à fait démocratique et raisonnable. Et il faudrait pouvoir le faire le plus souvent possible. Pas sur n'importe quoi. Mais dès que cela touche à quelque chose d'important, il serait légitime que les Français puissent dire « nous voulons ceci ou nous voulons cela ». Ça fait longtemps que ça n'a pas eu lieu d'ailleurs. J'y ai toujours été pour ma part très favorable. Mais nous avons une habitude qui est de considérer que le référendum s'inscrit dans un contexte politique d'affrontement.
Et que par conséquent, en réalité, ce n'est pas ce que vont répondre les Français qui est important, mais c'est ce qu'ils peuvent imaginer. Alors, ils sont contre le gouvernement ou contre le président, peu importe. Bon. Le résultat, en déformant ainsi le référendum, eh bien, les hommes politiques s'en méfient et on ne fait pas de référendum. Et moi, ce que je voudrais, c'est qu'on prenne l'habitude de considérer qu'un référendum, sauf des cas particuliers, il peut y avoir, et il y a eu dans le passé, des situations où le président de la République, considérant que les intérêts fondamentaux du pays étaient en cause, a mis en cause sa propre responsabilité en interrogeant les Français. C'est ça l'article général de Gaulle en 69, c'est une sorte de plébiscite que je ne conteste pas, qui peut parfaitement s'expliquer, mais qui est rarissime. Mais il ne faut pas faire de tous les référendums, ni des plébiscites, ni des actes politiques qui n'ont rien à voir avec la question qui est posée. Donc si les Français vous disent non, vous si les Français disent non, c'est pas ça pour vous-même, et vous n'en tirerez pas de conséquences. Ni pour le gouvernement, ni pour personne. Soyons simples, nous sommes dans une démocratie qui doit être moderne et qui ne doit pas assumer tout le passé. Alors, nous posons une question aux Français, ils y répondent. Ils répondent oui, c'est très bien, ils répondent non, c'est très bien. En partant du principe que le peuple est souverain. Alors, même s'ils ne vont pas aux urnes et qu'ils donnent l'impression de se désintéresser. Regardez la démocratie suisse, qui est une démocratie qui marche bien. Avec les votations. Ils appellent ça des votations, ce sont des référendums. Bon. Et souvent, les référendums ont un taux de participation très important, très souvent, ils en ont un très faible. Mais c'est une méthode démocratique de gouvernement qui est appliquée normalement. Alors, prenons cette habitude. Monsieur le Président, vous évoquez la modernisation de notre société. Donc, est-ce que vous envisagez d'autres modifications? Je pense à la durée des mandats. Est-ce que tous les mandats, y compris ceux des sénateurs, doivent être amenés à 5 ans? Est-ce que vous envisagez la suppression du droit de dissolution? Est-ce qu'il y a d'autres modifications dans la Constitution et dans l'organisation politique? Il y a des gens qui proposent même qu'on supprime le poste de Premier ministre. Oui, on peut aussi. Et qu'on rentre dans la 6e République. Voilà. Je vous ai dit, M. Sérillon, que si je n'avais pas voulu pendant longtemps qu'on touche au septennat, au mandat de 7 ans, ce n'était pas parce que je ne voulais pas qu'on raccourcisse le mandat. Ça, j'ai toujours été favorable. Depuis 1973. Je l'ai dit très clairement à l'époque. Mais parce que je ne voulais pas qu'on change la Constitution. Et donc, je le répète, je suis hostile à toute mesure, par exemple celle que vous avez évoquée concernant le droit de dissolution, l'existence d'un Premier ministre, qui pourrait nous conduire, ou la suppression de l'article 49.3, qui pourrait nous conduire soit à un régime d'assemblée, nous avons connu ça sous la Troisième République et la Quatrième, avec tous les dégâts que ça a fait, l'instabilité, soit à un régime de type présidentiel, genre américain, qui, à mes yeux, conduirait automatiquement au blocage de nos institutions et probablement à l'aventure. Alors pour ça, d'accord, mais pour les mandats, c'est un autre problème qu'il y ait un... Vous êtes favorable plutôt à la réduction de tous les mandats? Écoutez, une chose à la fois. Une chose à la fois. Pour le moment, on parle de la réduction qui me paraît conforme aux exigences de la démocratie moderne du mandat du président de la République. Pour le reste, nous verrons, nous ferons des débats là aussi. Mais essayons de les dédramatiser. Alors pour l'instant, on va les dépolitiser. Et interrogeons les Français chaque fois que la chose est possible. Alors normalement, on devrait aboutir à une coïncidence des différents mandats, en tout cas des 2 mandats principaux, celui du président de la République, celui des députés. Est-ce que ça vous paraît une bonne chose qu'au fond, il y ait moins de chances ou moins de risques de cohabitation? Oui, la cohabitation n'est pas un système normal, je dirais, ni même probablement souhaitable de gestion des affaires publiques. Mais après 3 ans, au fond, et vous et le Premier ministre, vous êtes plutôt en haut des sondages. Donc... Oui, enfin, je ne crois pas qu'on puisse se référer à des sondages. Oui, mais c'est une indication quand même. Oui. Enfin, les Français ont l'air de bien aimer ça. J'ai une expérience qui m'a toujours rendu un peu sceptique à l'égard des sondages, surtout ceux qui sont faits très longtemps avant des échéances politiques. Bon. Je crois que ce que l'on peut dire, c'est que les Français ne rejettent pas la cohabitation, mais que ce n'est pas le meilleur des systèmes. Mais à partir du moment où les Français l'ont voulu, c'est bien ce qui s'est passé.
Il y a eu dissolution, on a interrogé les Français. J'ai pris la décision d'interroger les Français parce que j'avais le sentiment qu'il y avait un problème et qu'il y avait une espèce de déconnexion entre les Français et les pouvoirs publics. J'ai donc décidé de les interroger et ils ont répondu. Et ils ont répondu en quelque sorte non. Et par conséquent, ils ont voulu la cohabitation. Et donc, elle doit être assumée. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu une cohabitation qui soit constructive, c'est-à-dire une cohabitation qui ne soit pas conflictuelle. De façon là, c'est le cas d'ailleurs. C'est le cas oui, sur ce problème. Oui, de façon à ce donc, que... les 2 mandats de 5 ans dont parlait Patrick, ça veut dire qu'il y aura moins de risques ou moins de chances. Oui, c'est exact. Le mandat. Et vous pensez que l'élection se fera le même jour? Il y aura une coïncidence de date aussi? Non, je ne crois pas. Il y a des dates qui sont prévues. Et le débat d'aujourd'hui ne porte pas sur le calendrier. Le débat d'aujourd'hui porte sur la durée du mandat. Ne mélangeons pas tout. En revanche, il est vrai que le quinquennat, comme on dit, c'est-à-dire le mandat de 5 ans, je dirais, tend à limiter les risques de cohabitation. À les limiter. Pas à empêcher la cohabitation, mais à limiter les chances ou les risques de cohabitation. De ce point de vue, c'est pas mauvais. Les Américains, par exemple, votent le même jour, et pour leur président, et pour leurs parlementaires. Les Américains sont les Américains. Nous sommes les Français, avec notre culture ancienne, beaucoup plus ancienne que la leur, nos habitudes politiques, et ma foi, je ne vois pas aujourd'hui de raison, je le répète, de modifier nos habitudes et nos institutions. Sauf qu'on va se retrouver en 2002 dans une situation un peu particulière où en mars il va y avoir des élections législatives avant et puis ensuite présidentielles. Ça vous paraît pas utile de les regrouper? C'est comme ça. Ou de les interchanger. On peut ouvrir ce débat si on veut l'ouvrir. Mais si vous êtes pour la prééminence de la fonction présidentielle. On peut ouvrir tous les débats que l'on veut. Et on trouvera des arguments pour, des arguments contre. Ce que je ne veux pas, c'est qu'on prenne des décisions hâtives. Je me suis toujours efforcé sur ces sujets de prendre le temps de la réflexion et de ne pas céder aux pulsions politiques ou politiciennes. Mais sur ce problème-là, votre réflexion est engagée? Eh bien, si la réflexion veut se développer, elle se développera. Je dis simplement que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, je veux dire le sujet pour lequel on s'adresse aux Français, et que par conséquent, il n'est pas d'actualité. Je voudrais dire aussi que, vous savez, il faut faire attention quand on change les dates, parce qu'on est rapidement suspecté de manipulation. Et parfois, ce n'est pas faux. Ça peut arriver. Est-ce qu'il y a eu un facteur personnel? Je voudrais dire un mot de plus. Vous disiez, monsieur Zérion, tout à l'heure, est-ce qu'il y a d'autres choses qui doivent changer? Alors vous aviez évoqué les mandats ou les institutions. Sur les institutions, je vous ai dit non. Sur les mandats, je vous ai dit c'est un débat qui n'est pas celui d'aujourd'hui, mais qui peut être engagé. Je souhaite que pour cela, ce soit le plus possible les Français qui décident. Mais il y a d'autres choses qui peuvent changer. Nous sommes dans un État démocratique. C'est indiscutable. Mais je crois que nous devrions progresser plus rapidement vers une démocratie des citoyens. Et notre pays n'est pas assez démocratique, ou plus exactement, ses méthodes démocratiques ne sont pas assez adaptées aux problèmes d'aujourd'hui. Ça veut dire quoi concrètement? Alors, concrètement, j'ai donné un exemple avec le référendum en disant qu'on serait bien inspiré. Il faudrait élargir le champ du référendum. Oui, à mon initiative, il y a déjà eu, vous le savez, une réforme de la Constitution pour élargir le champ du référendum. Malheureusement, je dois dire qu'il y a eu de la part du Parlement des réserves qui font qu'on n'a pas été aussi loin que je l'aurais espéré. Mais peu importe. Il y a d'autres sujets qui sont plus importants. C'est d'abord la démocratie locale. Vous savez, maintenant, avec Internet, avec les techniques modernes de communication, les choses sont différentes de ce qu'elles étaient il y a 10 ou 15 ans ou 20 ans. On ne peut plus imaginer sérieusement que tout puisse être dirigé du sommet de l'État et ensuite appliqué de façon uniforme à l'ensemble du pays. Donc il faudrait encore plus de décentralisation. Donc il faut plus de démocratie locale, ce qui veut dire, oui, plus de décentralisation
le droit à l'expérimentation, dont on voit bien que dans bien des régions, il pourrait utilement être mis en œuvre, et plus généralement, tout ce qui pourrait permettre aux énergies individuelles, locales, de s'exprimer, certes, à l'intérieur d'un cadre général, celui garanti par l'État, cela va de soi, qui garantit les grands équilibres, qui garantit la cohésion sociale, la cohésion nationale, mais une beaucoup plus grande liberté locale. Est-ce que ça veut dire que... référendums locaux Oui, référendums locaux, mais ça veut dire aussi la proportionnelle, que vous élargiriez un petit peu? Peu importe, ce sont toutes les méthodes. Je ne vais pas ce soir naturellement les développer ici. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de le faire depuis 2 ans où j'ai beaucoup réfléchi à ces questions et où je me suis exprimé notamment à Rennes il n'y a pas très longtemps, il y a 1 an. Ce sont toutes les méthodes qui permettent la libération des énergies locales et individuelles. Et donc qui suppose une beaucoup plus grande liberté d'action donnée aux responsables, aux acteurs et aux citoyens. Mais vous avez le sentiment que, par exemple, les assemblées régionales ou départementales ne sont pas assez réceptives justement à ces énergies? Elles n'ont pas assez de pouvoir, elles n'ont pas assez de capacité d'aider ou d'encourager ces énergies et la libération de ces énergies. Il faut accroître ce qu'avait fait M. Defferre, alors? Il faut accroître, oui, sans aucun doute. M. Defferre a fait une grande réforme que personne aujourd'hui ne conteste et qui a été le premier pas vers une décentralisation qui a été importante et poursuivie d'ailleurs au fil par tous les gouvernements. À la suite, il faut maintenant aller plus loin dans la démocratie locale. Et il y a un deuxième élément qui est celui de la démocratie sociale. Nous voyons bien là encore, notamment quand on regarde ce qui se passe chez nos principaux voisins, ceux qui sont, je dirais, les plus proches de nous sur le plan de la société, les Allemands, les Italiens, les Hollandais. Nous voyons que les progrès sociaux, les réformes sociales sont faites pour l'essentiel par un accord entre les différentes organisations représentatives du patronat et des syndicats. Et on pourrait y ajouter d'ailleurs le mouvement associatif, qui a un rôle croissant dans l'évolution de la société d'aujourd'hui. Donc, il y a là un effort important à faire pour avoir une plus grande démocratie sociale. Là encore, on ne peut pas faire en sorte que ce soit les bureaux parisiens qui décident de tout. Mais vous savez très bien, il y a... Monsieur le Président, vous avez des pistes à nous indiquer? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'il faut que les ministères délocalisent des budgets Je crois surtout qu'il faut que l'on donne à une beaucoup plus grande liberté. Il faut d'abord que les organisations patronales et syndicales, elles ont commencé à s'orienter sur ce chemin qui est celui de la modernité. C'est ce qu'elles sont en train de faire aujourd'hui, par exemple. Oui, qui est celui de la modernité et aussi de l'intérêt à la fois des travailleurs et des entreprises. Mais il faut aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Il leur appartient ensemble de régler toutes sortes de problèmes. Je prends un exemple. On nous parle, à juste titre, de la situation défavorisée des femmes qui travaillent dans les entreprises et qui, à travail égal, ne touchent pas le même salaire. Vraie différence en tout le monde le sait. Bien. Voilà un champ d'application considérable pour des accords. On ne réglera pas ça par la loi. Je crois entendre le Jacques Chirac de 95, la fracture sociale. Oui, naturellement. Oui, vous êtes déjà en campagne. Vous avez de la même façon, le problème de la nécessité aujourd'hui d'avoir une éducation tout au long de la vie, une formation tout au long de la vie. Ça aussi, ça ne se fera pas sans que ce soit sans que ce soit les organisations syndicales patronales qui le mettent au point. Bref, démocratie locale et démocratie sociale. Mais je voudrais une dernière phrase sur un autre problème. Nous avons une exigence démocratique. Et cette exigence démocratique, aujourd'hui, ne pourra pas avoir toute sa valeur sans une exigence éthique. Pendant longtemps, les progrès, notamment scientifiques, techniques, ont été longs. Et donc on avait le temps de s'habituer, de dire bah, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Aujourd'hui ça va terriblement vite. On a les OGM, on a le clonage, et plus ça va vite. Et par conséquent nous sommes entrés dans un siècle
où il doit y avoir une règle morale. Pas seulement pour éviter les dérives que l'on peut connaître ici ou là, mais pour savoir ce que l'on peut faire ou ne pas faire compte tenu de l'accélération considérable des progrès de la science et des technologies. Monsieur le Président, et ça, c'est capital. J'ai une dernière question à vous poser qui va nous ramener au sujet de ce soir. Quand vous vous êtes dit, bon, finalement, je choisis le quinquennat, est-ce que vous vous êtes dit... Non, je ne me suis pas dit, finalement, je choisis le quinquennat. Parce que quand même, pendant longtemps, vous avez varié. Monsieur Poivre d'Arvor, ne caricaturez pas. Finalement, je propose, non, je n'ai pas dit, finalement, je choisis le quinquennat. J'ai dit, le quinquennat, qui est en soi une bonne réforme prise seule, se trouve aujourd'hui dans une solution, dans un moment où il peut être fait sans risque. Moi, mon problème et ma fonction m'obligent à éviter toute aventure institutionnelle. C'était déjà votre façon. Vous vous êtes dit personnellement, bon, dans 2 ans, je vais avoir 69 ans, ce sera plus facile de proposer aux gens de se faire réunir pour 5 ans. Est-ce que ça a fait partie de votre cadre de réflexion pour 5 ans plutôt que pour 7 ans? Je veux dire, j'ai lu ça, ici ou là. Ça vous a fait sourire? Et je me suis dit vraiment, ces réflexions sont curieuses, parce que j'ai tout de même une certaine expérience. Si tel avait été le cas, je m'en serais aperçu depuis longtemps. Mon âge n'est pas variable. Ma date de naissance, hélas, c'est ce qu'elle est. Il change tout le temps. Elle ne change pas, oui. Alors, je m'en serais aperçu il y a longtemps. Donc je trouve que cette réflexion, que je répète, j'ai lue, je peux la comprendre, mais elle ne m'a pas effleuré l'esprit. Pour une raison simple, je le répète, c'est que si ça avait dû être le cas, il y a longtemps que ça se serait fait, et par conséquent, j'aurais engagé le processus depuis longtemps. Là, je répète, je pense qu'il y a une bonne occasion de faire une réforme moderne, utile et sans risque. Et rapide. Donc, en principe, avant la fin septembre, si possible. Je le souhaite. Je sais que c'est également le souhait du Premier ministre, et nous sommes tous les deux favorables à quelque chose qui soit rapide. Et ça vous donne davantage envie de vous représenter? Vous pouvez nous le dire maintenant, c'est un secret de Michel, non? Je vais vous dire une chose, puisque vous voulez absolument que je vous dise quelque chose. Non, c'est la dernière question. C'est la dernière question, ensuite on va rendre l'antenne, oui ou c'est non, parce qu'on a déjà largement dépassé. Il y a dans la vie, et notamment dans la vie politique... Un temps pour tout. Un temps pour tout. Je ne vous le fais pas dire. Il y a le temps de l'élection qui viendra, sans aucun doute. Ça, c'est sûr. Vous y pensez. Et il y a le temps de l'action. L'action, naturellement, pour un élu au service des Français. Et dans l'état actuel des choses, je suis dans le temps de l'action, et non pas dans le temps de l'élection. Ah ben, c'était notre dernière question. Merci d'avoir répondu à notre question. Merci, monsieur Poivre d'Arvor. Ainsi donc se termine cet entretien au cours duquel Jacques Chirac a expliqué la façon dont il envisageait d'instaurer le quinquennat en France. Nous aurons dans les minutes qui viennent les réactions de Charles Pasqua qui a décidé d'engager la bataille contre le quinquennat, contre le référendum. Nous entendrons également François Hollande pour le Parti socialiste. Mais tout de suite, rejoignons en direct de Clermont-Ferrand Valéry Giscard d'Estaing. Bonsoir Valéry Giscard d'Estaing. Ce soir, vous devez être un homme heureux ou du moins satisfait. Vous avez un sentiment de victoire ou de responsabilité puisqu'au fond, vous avez été un peu l'initiateur de cette réforme à venir. Voilà, c'est vous qui le dites, n'est-ce pas? Je suis heureux que le président de la République ait décidé de soutenir la réforme du quinquennat. Lorsque le 10 mai dernier, donc ça n'est pas très loin, il y a moins d'un mois, j'ai relancé ce débat qui était en sommeil par un article dans un journal du soir intitulé « Enfin le quinquennat », et par le dépôt d'une proposition de loi constitutionnelle ramenant de 7 ans à 5 ans la durée du mandat présidentiel. Certains ont pensé que c'était une initiative un peu sacrilège. Et puis, moins d'un mois plus tard, avec le soutien du président de la République et le soutien du Premier ministre, cette réforme va aboutir. J'en suis heureux parce que c'est une réforme de modernité. Et après tout, c'est presque tout ce qu'il y a à dire sur elle. Le mandat de 7 ans, c'était un tunnel, et 2 fois 7 ans, un tunnel dont on ne voyait pas la fin. 5 ans, c'est un délai moderne, appliqué par la plupart des pays européens ou des pays modernes dans le monde. La France rejoint la modernité.
Alors peut-être un mot quand même concernant votre rôle. Vous êtes très modeste, Monsieur Giscard d'Estaing, mais aujourd'hui même un ministre du gouvernement Jospin parlait pour ce quinquennat d'une coproduction Lionel Jospin, Jacques Chirac et vous-même, rendant grâce à votre habileté. Ces termes se justifient selon vous? Écoutez, je n'entrerai pas dans ces querelles d'attribution. L'essentiel, c'est que la réforme se fasse. Le 10 mai dernier, personne n'en parlait. J'ai lancé cette réforme. Pourquoi va-t-elle aboutir? C'est parce que les Français l'ont soutenue. Ce sont les sondages de l'opinion publique qui ont engagé le milieu politique dans cette direction. Et c'est aussi le soutien du Parlement. Mais vous connaissez aussi la fragilité ou le peu de fiabilité des sondages. En tout cas, ça, nous le verrons dans un deuxième temps. Vous étiez en tout cas favorable, comme certains autres, à une limitation du quinquennat à 2 mandats. Voilà. Sur ce point, vous n'êtes pas suivi. Alors, je voudrais justement vous dire une chose très courte là-dessus. J'ai ouvert un site Internet la semaine dernière. J'ai eu beaucoup de réponses et d'interrogations. Il y en a eu plusieurs milliers. Ça donne une tendance. Sur la question, faut-il que le mandat soit de 5 ans? 70% de gens disent oui. Sur la question, faut-il limiter le mandat présidentiel à 2 mandats successifs? 76% des Français disent oui. Il y a donc encore plus de Français pour dire qu'il faut limiter le mandat présidentiel à 2 mandats successifs que pour ramener la durée de 7 ans à 5 ans. Et enfin, ils disent: voulez-vous que cette réforme aboutisse avant 2002? Il y a 83% qui le demandent. Oui. Dans ce que le président de la République a dit tout à l'heure, il y a une phrase très importante. Il a dit: les Français décideront ce qu'ils voudront. Mais pour qu'ils puissent décider ce qu'ils veulent, il faut leur permettre de s'exprimer. Et il faut leur permettre de s'exprimer sur le quinquennat et sur la limitation à 2 du nombre des mandats successifs, puisque c'est leur demande. Et cela veut dire que dans la procédure à suivre, on imagine très bien un article 1er ramenant la durée de 7 ans à 5 ans, les gens voteront pour ou contre, et un article 2 limitant à 2 mandats successifs, les mandats du président de la République. Pour l'instant, ce n'est pas le souhait de Jacques Chirac, en tout cas. Une dernière question, Monsieur Giscard d'Estaing. Vous plaidez parfaitement bien pour le quinquennat et on a envie de vous demander pour quelles raisons vous l'avez peut-être oublié pendant que vous étiez vous-même au pouvoir. Oui, alors ça c'est très intéressant, parce que ça permet d'alimenter des polémiques à titre quasi posthume. Pour une raison simple. C'est que la partie la plus gaulliste de ma majorité m'en empêchait. C'est ça la vérité. C'est une vérité qu'on a retrouvée et qu'on retrouve jusqu'à présent. J'avais été élu en 1974 avec la même majorité parlementaire que le président Pompidou, qui n'a pas pu faire aboutir la réforme. Et j'ai gardé cette même majorité jusqu'en 1978. Donc je ne pouvais pas faire aboutir la réforme. Et après 1978, je ne voulais pas faire du quinquennat une affaire personnelle pour gagner l'élection de 81. J'ai donc dit, je laisserai les institutions dans l'État. Et je voudrais répondre sur ce point. Parce qu'il a été un peu dit tout à l'heure qu'il y avait un doute sur l'attachement des prédécesseurs du président actuel aux institutions de la Ve République. J'ai été un partisan sans défaillance des institutions de la Ve République. Et quand le général de Gaulle, en 1962, a décidé l'élection au suffrage universel, le gouvernement Pompidou a été renversé par mes amis. Mais moi, j'ai pris position pour le général de Gaulle et pour l'élection au suffrage universel. Donc j'étais qualifié le 10 mai dernier pour proposer de ramener le mandat de 7 ans à 5 ans. Merci, Monsieur Giscard d'Estaing, d'avoir répondu en direct à nos questions. Un gaulliste convaincu, Charles Pasqua, j'espère que vous êtes en direct avec nous de Nanterre. Vous vous présentez comme l'apôtre du non au quinquennat. Vous l'avez dit et répété, y compris d'ailleurs au président de la République. Vous n'avez pas été convaincu par Jacques Chirac ce soir? Non, je n'ai pas été convaincu. J'ai d'ailleurs trouvé que le président de la République n'était pas convaincant. Probablement parce que lui-même n'est pas tout à fait persuadé du bien fondé de cette réforme. Vous voulez dire qu'on J'ai a fait entendu un pression? certain nombre d'arguments, à la fois ce soir et dans les jours qui ont précédé, mais il me paraît qu'on a oublié l'essentiel. Les institutions de la Ve République sont un tout, telles qu'elles avaient été conçues par le général de Gaulle. Le mandat de 7 ans s'accompagnait dans l'esprit du général de Gaulle et dans la pratique institutionnelle qu'il a développée, du retour régulier devant les Français par la voie du référendum. Alors, Monsieur Pasqua, vous dites deux choses très importantes. D'abord, vous laissez entendre que peut-être on aurait pu faire pression sur Jacques Chirac, qui n'est quand même pas homme sur lequel on fait pression. Et par ailleurs, vous avez le sentiment, semble-t-il, de dire qu'il n'est plus le gaulliste que vous imaginez? Non, moi je ne porte pas ce genre d'appréciation personnelle. Je regarde les choses telles qu'elles sont. On nous présente le quinquennat,
comme quelque chose qui permet une meilleure respiration, une meilleure consultation des Français. Je rappelle simplement que dans les institutions, telles qu'elles étaient pratiquées par le général de Gaulle, le retour devant les Français était régulier. En 10 ans, nous avons eu 5 référendums et 2 dissolutions. Et lorsque j'entends un certain nombre de personnalités éminentes nous expliquer que maintenant, grâce au quinquennat, on reviendra plus souvent devant les Français, je dis que rien ne les empêchait de le faire. Du temps de M. Giscard d'Estaing, lorsque M. Giscard d'Estaing était président de la République, il n'y a eu aucun référendum. Le président de la République actuelle, qui a rappelé lui-même tout à l'heure qu'il avait élargi la possibilité de consulter les Français par la voie du référendum, ce qui est vrai, mais il ne les a pas consultés non plus. Merci, les institutions sont un tout et je crois que les Français doivent se rendre compte qu'en réalité, la réduction du mandat à 5 ans est un changement beaucoup plus important qu'il n'y paraît. Et en réalité, les seuls qui, dans cette affaire, sont logiques, ce sont ceux qui le disent. Ce sont ceux qui disent qu'il faut aller vers le régime présidentiel. Merci, monsieur. Pour le reste, tous les arguments qui ont été présentés, aucun d'entre eux n'est convaincant, mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Certainement, et un peu plus tard sur notre antenne dans l'émission d'Arlette Chabot. Merci monsieur Pasqua, je voudrais me retourner vers Gérard Leclerc. Que doit-on retenir dans l'essentiel de ce long entretien du président de la République sur le quinquennat? Donc ce sera bien le quinquennat, 2 raisons avancées par le chef de l'État. Le septennat, c'est un délai trop long par rapport aux exigences modernes de la démocratie. Et puis Jacques Chirac a voulu profiter d'un moment privilégié, un accord avec le Premier ministre pour un simple raccourcissement du mandat sans mettre en péril, a-t-il dit, les institutions, la stabilité de la Ve République. Et si d'ailleurs il y avait des amendements qui risquaient de modifier la Constitution, j'arrêterai tout, a dit le chef de l'État. Ce sera un quinquennat sec, c'est-à-dire sans limitation du nombre de mandats, contrairement à ce que demandait et ce qu'a encore demandé tout à l'heure Valéry Giscard d'Estaing. La procédure, la préférence de Jacques Chirac va au référendum. Les Français sont souverains, a-t-il dit. Un référendum qui ne doit pas être un plébiscite, autrement dit, si le non l'emportait, il n'y aurait pas d'autre conséquence que le rejet du quinquennat. Enfin, Jacques Chirac est hostile à toute autre modification des institutions, la suppression du Premier ministre, le droit de dissolution. On irait vers un régime d'assemblée ou un régime présidentiel à l'américaine qui ne correspond pas à ce que veulent les Français. Ce serait l'aventure. En tout cas, le débat n'est sans doute pas clos. On vient de l'entendre. Valéry Giscard d'Estaing maintient la volonté limitée à 2 mandats. Et puis Charles Pasqua, on l'a bien compris, prendra la tête du combat contre le quinquennat. Merci Gérard Leclerc. Et le débat va se poursuivre dans quelques instants puisqu'il aura lieu chez Arlette Chabot et Alain Duhamel qui ont une émission spéciale pour ou contre le quinquennat. Vous y retrouverez bien sûr François Hollande, Charles Pasqua, M. Giscard d'Estaing et bien d'autres. Donc mots croisés tout de suite après ce journal. C'est donc la fin de cette édition. Dans quelques instants, la météo de Nathalie Riouet, puis mots croisés, je vous le disais. 22h40, la vie à l'endroit, thème la famille dans tous ses états. 0h50, dernier journal Thierry Tuilier. Demain, 7h50 dans les 4 vérités, Gérard Morin recevra Daniel Vaillant, le ministre chargé des relations avec le Parlement. À 13h, Carole Gessler, Rachid Arabe. À 20h, vous retrouverez Claude Sérillon. Excellente fin de soirée sur France 2.